Oh, j'en ai les frissons en le disant, parce que c'est très dur d'avouer quand tu perds. J'avais prévu, au final, d'arrêter de travailler avec moi sur la boîte que moi j'avais créée. Je viens de recevoir les 251 774. Est-ce que je vis la vie que je veux vivre? Ou est-ce que je vis la vie que j'ai construite pour impressionner des gens dont j'en ai strictement rien à foutre? Il y a un truc aussi, hein, laisser cette partie-là de toi partir, c'est terrifiant. Parce que c'est elle qui te protégeait. C'est elle qui partait en guerre quand il fallait partir en guerre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Romain. Je me suis tatoué en 2020 une barre de chargement de 0 à 1 million. Et je retournais chez le tatoueur tous les 100 000 pour pouvoir la compléter. J'étais, je pense, l'un des premiers à faire un vrai building public à cette époque sur Instagram. Il est ici, sur mon bras. J'ai terminé ce premier million en 31 mois, entre septembre 2020 et mars 2023. Le plus gros pic que j'ai fait, c'était en juin 2021 avec un CA à 207 000 €. Aujourd'hui, je suis fondateur de Simplify. Alors, dit comme ça, tu as l'impression que c'est une énorme boîte. Oui, on a généré quelques gros résultats. On a 2 trophées Systemio qui sont à moi à 1 million chacun. On en a plusieurs pour d'autres clients. Les 3 qui sont dorés, c'est 100 000. Celui en haut à droite, c'est 500 000. Les 2 disques gris, c'est 50 000. Et j'en ai aujourd'hui 3 autres qui arrivent, qui sont en livraison. Et ça, c'est parce que ce mois-ci, on est aujourd'hui le 23 février 2026. L'agence, elle a généré un chiffre d'affaires cumulé de tous les clients proche d'1 million d'euros. Dans ma poche, moi, je vais toucher entre 250 et 280 000 € ce mois-ci. Et aujourd'hui, je te dis ça, c'est pas juste pour flexer, mais c'est aussi pour que tu écoutes quelqu'un qui est triste et qui est aussi down alors qu'il est riche. Je vais te parler avec mes notes parce que j'ai pris le temps de bien la rédiger, cette vidéo. Donc, je vais pas tout le temps te regarder dans les yeux comme ça. De la réalité. Parce que je veux te sortir un peu du quotidien où tu vois des mecs à 100K par mois tous les jours sur Instagram et qui sont parfaitement heureux, qui sont parfaitement épanouis, qui font du cash. Je veux te montrer un peu le chemin douloureux qu'est celui de devenir le vrai soi, devenir la meilleure version de soi-même. C'est le truc honnêtement le plus douloureux que tu vivras jamais de ta life, je le dis. Plus douloureux que l'échec. Donc aujourd'hui, je vais te raconter à l'aide de mes notes 3 histoires. Ça va pas être des frameworks, ça va pas être des méthodes en 5 étapes, c'est juste 3 histoires de ma vie qui expliquent pourquoi le succès te détruit avant de te reconstruire. Prends un petit café, installe-toi ou écoute ça comme un podcast, un peu comme tu veux. Dans tous les cas, il n'y aura pas d'illustration, donc t'es pas obligé de regarder la vidéo. Ok, l'histoire numéro 1. Les points qui se connectent. Quand j'étais gamin, j'étais un petit gars très frustré. J'avais beaucoup de colère, beaucoup d'énergie, mais que je savais pas vraiment quoi en faire. Et je regardais autour de moi, mais il n'y avait pas grand-chose qui collait. L'école ne collait pas, le système ne collait pas, la vision qu'on avait pour moi ne collait pas. Le fait d'aller en école de commerce, le fait d'aller en grande école, le fait d'avoir le bac, j'ai même pas le bac aujourd'hui, ça collait pas. Et à un moment, j'ai fait un truc que la plupart des gens autour de moi ont trouvé carrément irresponsable. C'était de partir. À 17 ans, je suis parti vivre à l'étranger. Je suis parti vivre en Norvège. J'ai quitté la France et j'avais même pas la vingtaine encore. Je me suis retrouvé à bâtir quelque chose depuis l'autre bout du monde et commencer mon aventure entrepreneuriale. J'étais officiellement en tant qu'étudiant d'échange, officieusement j'étais là-bas pour me former auprès de Iman Gadzhi à l'époque. Il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, c'était mon premier mentor. Il m'avait appris à développer le SMMA. Et au début, c'était pas glamour du tout. C'était beaucoup encore de colère, c'était beaucoup d'acharnement, c'était beaucoup de prospection, échecs, prendre des noms. Et j'ai pris, je pense, au moins 100, 150 noms pour travailler avec des entreprises qui me refusaient à chaque fois. Je voulais vendre du community management. Et avec un pote qui s'appelait Noah, Vincent, si tu passes par là, je te fais un petit bisou, on avait développé du coup cette pseudo-agence NV Media. Lui gérait le media buying, moi je gérais le CM. Et on a pris un nombre de noms incalculable. Et moi j'étais dans la phase de construction de cette nouvelle identité. Je passais de l'adolescent à l'entrepreneur. Et je m'étais auto-infligé des responsabilités d'adulte de 40 ans. Et ça m'a forcé à grandir. Mais ça m'a aussi forcé à sacrifier beaucoup de choses, notamment l'insouciance, qui me manque aujourd'hui énormément. Parce qu'aujourd'hui je calcule tout. Je prévois tout, j'analyse tout. Je prévois même à l'avance l'émotion que je vais gérer, par besoin de contrôle en fait, et par peur aussi de ne plus contrôler. Mais à chaque claque que je me prenais, à chaque erreur, à chaque moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous ici, ça construisait quelque chose. Et je ne le savais pas à l'époque, c'est impossible de savoir. Quand j'ai commencé à m'intéresser au personal branding, à la psychologie humaine, aux sciences comportementales, ça avait en vrai rien à voir avec le business. C'était juste de la curiosité. Et j'essayais de me comprendre moi-même. Pourquoi certaines personnes me faisaient confiance en moins de quelques secondes? Et pourquoi certaines autres me faisaient jamais confiance? Pourquoi je les repoussais naturellement? Ça me blessait. J'avais cette curiosité de vraiment comprendre la psychologie humaine, de comprendre du coup comment l'appliquer dans le business.
Et des années plus tard, quand j'ai construit Simplify, la boîte que j'ai aujourd'hui, d'un côté Simplify Studio, qui est l'agence avec laquelle on manage les créateurs de contenu, on les aide à concrétiser leur projet de lancement de produits digitaux. D'un côté, les Simplify Mastermind, où je me réunis avec d'autres agences, d'autres prestataires, d'autres coachs, et dans lesquels on s'entraide, et où je donne tous mes systèmes. Et bien, c'est cette curiosité un peu inutile qui est devenue le cœur de tout ce que je fais. Les sciences humaines, la compréhension de ce qui se passe vraiment dans la tête de mon client, de mon audience, de moi-même. C'est cette curiosité-là de comprendre comment je pouvais devenir la meilleure version de moi-même, de comment je pouvais améliorer ma personnalité, comment je pouvais améliorer mes traits de caractère, comment je pouvais aussi réduire mes faiblesses, comment je pouvais devenir peut-être plus à l'aise à l'oral, comment je pouvais peut-être devenir aussi un peu plus extraverti. C'est cette curiosité-là qui m'a mené vraiment à devenir qui je suis aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que ce chemin, cette curiosité, ce truc un peu hasard, cette énergie dont je ne savais pas quoi faire, au final, c'est devenu un truc qui est cool. Mais je l'ai su qu'en ayant atteint la destination finale, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est impossible de connecter les dots, de connecter les points, de connecter les expériences passées pour faire en fait ta personnalité. Tu es obligé d'avancer à vue. Tu es obligé de, à un moment dans ta vie, juste trust the process et avancer en étant parfaitement conscient que ta personnalité n'est pas finale, que tes traits de caractère ne sont pas finaux, que tes compétences ne sont pas encore acquises, que tu n'es pas encore la bonne personne. Et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'avais pas les bons mots à mettre dessus avant, mais aujourd'hui c'est ça. Donc tu peux seulement comprendre qui tu es en regardant derrière. Et c'est ça qui fait un peu mal. C'est qu'en fait, tu sais jamais qui tu es sur le moment présent. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais tu pourras jamais savoir qui tu es vraiment uniquement en te projetant dans l'avenir. Tu peux pas. Donc ce truc-là, d'avoir une vision parfaite, de savoir parfaitement ce que tu fais, de savoir parfaitement qui tu es, de savoir parfaitement te vendre, de savoir tout sur toi, c'est juste pas possible. Tu peux simplement analyser le passé. Donc tu dois logiquement en faire le plus possible aujourd'hui. Donc tu dois passer à l'action, plus qu'analyser ce qui doit être fait. Tu dois avancer à l'aveugle. Et c'est juste ok. Tu dois juste être conscient de ça. Et c'est ça la première grande douleur, je pense, de l'entrepreneur, c'est d'accepter de marcher dans le noir pendant suffisamment longtemps jusqu'à ce que tu puisses avoir suffisamment de données, d'informations pour finalement te retourner en arrière et regarder qui tu es devenu. Histoire numéro 2, perdre ce que tu as déjà construit. Je vais te raconter un truc que j'ai jamais vraiment dit à personne, en tout cas comme ça publiquement. Parce que j'en ai les frissons en me disant, parce que c'est très dur d'avouer quand tu perds, surtout avec les réseaux. Surtout quand moi je suis très sensible sur le fait de scroller et de regarder des mecs faire plus que moi. Ça me complexe, je vais être honnête avec toi. Il y a toujours mieux ailleurs, il y a toujours plus fort, plus beau, plus riche, mieux. T'as jamais l'impression que ta voix a vraiment de la valeur. Bref, plusieurs fois, j'ai perdu des clients. Les 2 grosses douleurs que j'ai vécues l'an dernier, ça a été de perdre 2 fois un associé. La première fois, c'était de perdre mes 2 associés sur Simplify. Ça faisait déjà 4-5 ans que je développais mon business de coaching pour aider les entrepreneurs en ligne à me vivre de leur entreprise. Je m'étais professionnalisé en recrutant une première personne qui était devenue mon premier associé, qui était un docteur en sciences humaines. On avait développé ça ensemble, on avait beaucoup mis de psychologie humaine, de sciences humaines dans l'accompagnement. Ensuite, on a recruté quelqu'un d'autre, qui était un ancien élève. Cet ancien élève, il était extrêmement compétent, donc il est monté, et lui, du coup, a commencé à gérer le côté pôle vente. On avait du coup, moi, le premier fondateur, puis l'associé numéro 1, qui était surtout sur la délivrabilité, lui qui était un docteur en sciences humaines, était très bon sur le fait d'accompagner les gens, et le second associé, qui était surtout sur la partie sales, pôle vente, recrutement du coup des élèves, et management du setter-closer quand on en avait un. Et en début 2025, tout s'est écroulé. Et ça s'est fait en un claquement de doigts. En tout cas, pour moi. Je savais que des choses étaient améliorables, je savais qu'on pouvait améliorer les choses, je savais qu'on pouvait scaler, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. Je me connecte un jour sur un Google Meet, étant assez content d'ailleurs parce que j'en avais des super résultats ads et c'était moi à l'époque qui gérais le Google Ads. Et un peu en rigolant, je leur dis putain les gars, c'est drôle mais j'ai plus accès au Google Ads. Mes 2 associés se ferment et ils m'expliquent bon, faut qu'on te parle. Long story short, ils m'avaient retiré les accès parce qu'ils s'étaient vus le week-end et ils avaient prévu au final d'arrêter de travailler avec moi sur la boîte que moi j'avais créée. Ou du moins celle que j'avais commencée et qu'on avait bâtie ensuite ensemble. On se met d'accord du coup sur qui part avec quoi. Combien d'argent, les clients, les témoignages, etc. Long story short de nouveau, ils n'ont pas respecté leur part du marché. Je me suis retrouvé, et j'en prends la responsabilité, c'est que j'étais pas la bonne personne à ce moment-là pour diriger cette entreprise, sans rien. Eux ont continué le coaching avec les mêmes assets business, les mêmes ads, les mêmes membres d'équipe qu'ils avaient embarqués avec eux, et ils avaient simplement, finalement, changé le nom du programme. C'est tout.
La deuxième grande douleur de l'année 2025, ça a été de perdre une associée. Quelqu'un avec qui j'avais monté son business de zéro, que j'accompagnais, j'avais pris un pourcentage dans son entreprise et ça marchait plutôt bien. Mais après plus de 2 ans de collaboration, on avait atteint un certain palier. Et j'avoue que le business, c'était un peu en dents de scie. Ça marchait moins bien. Et moi, mon rôle en tant que scale partner, en fait, j'ai envie de te dire, c'était scaler. On avait une roadmap, c'était suffisamment clair, mais bon, différence de vision, on a dû arrêter. Les choses ont fait que la séparation était extrêmement violente. Aujourd'hui, on se reparle, c'est apaisé, mais la manière dont on s'est fait la séparation, cette association qui, pour moi, a été un grand succès, et 2 ans de collaboration absolument géniale avec cette personne, a été très douloureuse. Pourquoi je te raconte ça? Parce que voilà ce que personne ne te partage vraiment sur le succès. Plus tu construis longtemps, et plus tu as à perdre. Et plus tout ce qui te tient à cœur, même des business qui sont toxiques pour toi, tu as peur de les perdre. Et quand ça s'effondre, quand une relation s'effondre, quand un business s'effondre, quand une acquisition s'effondre, et ça s'effondre toujours au bout d'un moment, c'est normal, c'est pas juste un échec business. C'est ton identité à toi qui se fissure. C'est toi qui es touché personnellement. Parce que tu es un entrepreneur. Et ton business, c'est toi. Il n'y a pas de vraie séparation. Il n'y a pas de bouton off. Parce que ta valeur en tant que personne est directement connectée aux résultats que tu apportes aux gens autour de toi, à tes équipes, à tes clients, aux personnes avec qui tu travailles. Et le jour où les résultats disparaissent, le jour où les gens autour de toi estiment que tu n'as plus de valeur, ça touche et ça te fissure. Et c'est une part de ton identité qui est brisée, qui fait mal, qui doit être colmatée. Mais le comment, ça, c'est un mystère. Et donc tu te retrouves un peu devant le miroir un jour où tu te demandes, mais en fait, je suis qui dans tout ça? Au final, tout ça pourquoi? Et ça, c'est la deuxième douleur. Et je pense que c'est la plus violente des douleurs de l'entrepreneur. Parce que la réponse, la vraie réponse, c'est que la version de toi qui a construit ce premier truc, qui a construit le business que tu as construit aujourd'hui, elle ne te permettait pas de scaler plus haut, d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller à un nouveau sommet. C'est que la version de toi qui a construit ce premier truc, au final, devait mourir pour que la vraie version de toi puisse émerger. Moi, ce que j'ai appris en tout cas dans cette déconstruction un petit peu, c'est que j'aimais toujours ce que je faisais. J'aimais profondément ce que je faisais. Le business en ligne, la psychologie humaine, construire des choses avec des gens cool, avoir une vision d'aider les gens, vivre des expériences humaines, j'aimais ça. Ce qui avait changé, c'était que j'avais été débarrassé de tout le superflu. Le besoin de prouver, l'ego, le besoin d'impressionner. Et c'est là, c'est vraiment là, dans ce vide, que les choses les plus importantes de ma vie se sont créées. Débarrassé de cet ego, du besoin de prouver, du besoin d'impressionner, j'ai rencontré ma chérie, avec qui on vit depuis plus de 2 ans ensemble. Et je pense profondément que c'est dans cette phase de vulnérabilité où j'étais le vrai moi que j'ai pu attirer la bonne personne à mes côtés. J'ai pu aussi développer la nouvelle version de Simplify, ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Le côté Simplify Studio, l'agence qui fonctionne extrêmement bien. Je travaille qu'avec des gens qui sont adorables, hyper cool, que des gens impressionnants, que des gens qui m'inspirent profondément au jour le jour, des clients avec qui je partage une vision commune, long terme, impressionnante, qui est motivante. Nina, que j'aurais jamais rencontrée si j'étais encore bourré d'ego et de besoin d'impressionner. Et puis le côté Simplify Mastermind aussi. Les personnes qu'on est en train de réunir aujourd'hui, c'est juste incroyable la qualité des personnes qui viennent à nous. Parce qu'on n'attire plus les gens qui ont aussi besoin d'impressionner, les personnes qui sont remplies d'ego. On attire des gens honnêtes, on attire des gens bien. Et c'est ce qui fait que ce groupe-là aujourd'hui, je kiffe avancer avec eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la lourdeur du succès a été remplacée par la légèreté, d'être un débutant à nouveau, d'être un mec normal, de ne plus être bourré d'ego, de plus être bourré de « je dois avoir raison ». Et cette légèreté-là, c'est la chose la plus puissante que j'ai jamais ressentie. Débarrasser de l'ancienne version de moi qui avait créé ces relations et ces business toxiques, ça a été un vrai soulagement pour moi. Donc si aujourd'hui, toi, tu es dans ce moment où tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, que tu te sens vide, que tu ne sais plus vraiment qui tu es et surtout qui tu dois être au jour le jour, que tu ne sais plus comment te comporter, quoi ou qui croire, j'ai pas envie de te dire que ça va aller. J'ai pas envie de te dire ça fait un peu coach Instagram bullshit. Mais je te dis simplement que c'est censé être comme ça. C'était censé arriver. C'est censé se passer comme ça. La déconstruction, c'est pas le contraire de la construction. C'est la condition de la construction. C'est dans ces moments très sombres, très down, que tu vas trouver ce que tu aimes vraiment. Que tu vas vraiment avoir le temps, l'espace mental de te retrouver en face de toi-même, en fait. C'est malheureux, tu vas peut-être chialer, tu vas peut-être taper dans un mur, tu vas peut-être aller en soirée, tu vas peut-être te bourrer à la gueule, je sais pas, évite quand même ce genre de choses. Mais c'est ce moment-là où tu vas vraiment pouvoir enfin, peut-être pour la première fois de ta vie, être honnête envers toi-même et te dire « Ok, peut-être que le 100K par mois, c'est peut-être pas un objectif que moi je voulais. C'est peut-être l'objectif que les gens autour de moi voulaient que j'ai pour pouvoir les impressionner. » Et là, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir te raccrocher à toi. Pas une version de toi,
pas un masque, pas un business model, pas un résultat, mais tu vas peut-être t'accrocher à l'amour du jeu. Et moi aujourd'hui c'est ça que je kiffe. Don't get me wrong, comme on dit, mais j'aime encore plus le chemin que je suis en train de parcourir avec les gens qui sont autour de moi. Et ça je kiffe. Parce qu'au final c'est vraiment la seule chose qui survit quand toi tu te sens parfaitement seul. C'est l'amour du game, l'amour du jeu. C'est aimer jouer avant d'aimer la destination. Parlez de toi, fais un coucou, ça record encore. Histoire numéro 3. La mort comme boussole. Je sais, c'est un peu dépressif, mais je t'explique. La semaine dernière, on a fait un lancement, on a encaissé 850 000 euros. Moi, j'ai 30% de ça. Je viens de recevoir, et je viens de le recevoir à l'instant, je vais pas te mentir, je viens de recevoir les 251 774. Et moi, quand j'ai reçu ça, ça m'a mis un... Oh, et je te jure que ça m'a presque envie de donner de vomir, je sais pas. Pourquoi? Parce que les chiffres, à un moment donné, ça veut plus rien dire. Tu atteins le chiffre que tu visais depuis 2 ans. Et tu te rends compte que le chiffre n'était jamais le vrai objectif. C'était un espèce de décoil. C'était un leurre, une distraction. Un truc que tu poursuivais pour éviter de te poser la vraie question. La vraie question, la voici. Est-ce que je vis la vie que je veux vivre? Ou est-ce que je vis la vie que j'ai construite pour impressionner des gens dont j'en ai strictement rien à foutre? Et j'ai eu ce déclic-là il y a un peu plus de 2 ans maintenant, quand l'un de mes meilleurs potes est tombé malade. Avec Romain, on sortait d'une période de 3 mois, je vivais ma meilleure life. On sortait tous les week-ends, on faisait de l'argent, on était 2 mecs célibataires à Bali, on vivait notre meilleure vie, des villas, on faisait de la moto, on allait en activité, on sortait en soirée, tout le monde nous connaissait, on était les mecs cool. Je me sentais vraiment au top de mon succès, au top de ma forme. Lui aussi, on était beau gosse, on s'entraînait, on allait à la salle, on faisait jacuzzi, spa, bref, meilleure life. Du jour au lendemain, sa maladie est revenue, hospitalisé. Il a perdu 10 kilos. Pendant 6 mois, je ne l'ai plus vu. Il a dû partir en France en urgence. Je l'ai vu décliner à l'hôpital et ça m'a fait un électrochoc. Et j'en ai déjà parlé avec lui, il le sait. Il a la maladie de Crohn et le voir refaire une crise insane m'a fait peur. C'était très très dur. Et surtout pour lui, évidemment. Et c'est lui qui m'a vraiment dit « Je vis la vie comme si c'était mon dernier jour ». Il le disait avant de retomber malade, parce que c'était pas sa première crise. Il l'a depuis très longtemps, cette maladie. Quand un mec te dit ça, tu te dis « Ouais, c'est une phrase cool ». Mais quand tu le vis, ça devient un vrai mojo. Il y a un sens à tout ça. Et c'est vrai que depuis ça, des fois, je me surprends à me regarder dans le miroir et je me dis « Et si c'était mon dernier jour, est-ce que je le vivrais vraiment comme ça ?» Et c'est ce qui me permet de faire le tri dans ma vie. Parce que quand la réponse, elle est non, plusieurs jours d'affilée, c'est là que je me dis qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et je reviens à une autre phrase aussi que m'a dit l'un de mes autres potes qui, d'ailleurs, a également une maladie de ce genre-là sur le long terme. Nous, les entrepreneurs, on vit un jeu qu'on croit éternel. Toi et moi, là, Roman, on vit un jeu comme si on était éternel. Et j'ai pas compris au début. Mais nos parents, eux, ils sont pas éternels. Notre énergie, notre jeunesse, elle est pas éternelle. Notre santé, je nous le souhaite, mais elle est pas éternelle non plus. Et je pense qu'à un moment, il faut un petit peu ralentir et commencer à enjoy ce qu'on a vraiment construit jusqu'ici. Et plusieurs fois, je me suis fait la réflexion, en fait, ok, j'ai de l'argent, ok, j'ai l'immobilier, j'ai des ETF, mais combien d'anniversaires j'ai raté? Mon neveu, je l'ai jamais vu grandir. Plusieurs membres de ma famille, c'est à peine si on se parle. Le Père Noël ces dernières années, je l'ai pas beaucoup vu. Et au final, j'ai plus de potes. Les potes d'enfance, j'en parle à 1 ou 2, une fois par an. Et tous les moments de vie que eux ont continué à construire, les souvenirs que eux ils ont, l'adolescence que moi du coup j'ai dû sacrifier, aujourd'hui je peux pas la rattraper. Et je pense que cette douleur-là de l'entrepreneur, c'est la douleur la plus sournoise, la plus tricky à accepter, parce qu'elle te donne aucun plan B. Parce que c'est des événements que dans tous les cas tu ne peux pas revenir en arrière. Parce que c'est le moment où tu réalises que la vie que tu as construite, c'est une vie que tout le monde au final t'envie, parfois, le fait d'avoir beaucoup de résultats, d'avoir de l'argent, c'était peut-être pas ta vie. Et c'était la version de toi qui avait besoin de prouver quelque chose. Et cette version-là, elle a fait son boulot. C'est bien. Maintenant, elle doit partir. Ce switch-là, moi, je l'ai vécu il y a quelques mois, où j'avais plus envie de me battre, en fait. J'avais plus envie de faker quoi que ce soit dans ma personnalité. J'avais envie de revenir au roman cool, sympa, qui se met pas en guerre avec des choses qui, au final, n'ont aucun intérêt sur le long terme, qui s'invente pas des guerres pour se créer un espèce de branding de guerrier, de constructeur, de hustler. C'est juste un mec cool, en fait. Genre, gars, j'ai 23 ans, j'ai des compétences, ouais, je vis ma life, quoi. Des fois, je fais de l'argent, des fois, beaucoup moins. Mais en tout cas, qu'est-ce que je kiffe ma vie? Je peux voyager, je prends beaucoup plus de temps en famille, je prends beaucoup plus de temps avec mes potes. Je viens de m'acheter un Golden Retriever, enfin, je vis, quoi. J'ai envie de vivre. Et un truc aussi, laisser cette partie-là de toi partir, c'est terrifiant. Parce que c'est elle qui te protégeait. C'est elle qui partait en guerre quand il fallait partir en guerre. Mais faut se rappeler, je pense, un truc, il y a un temps limite aussi. On a tous une date d'expiration. Et là, aujourd'hui, personnellement, à 23 ans, même si j'ai l'impression d'en avoir 40 des fois,
Et j'ai envie d'être un peu plus en paix et moins en guerre. Et je pense que le fait d'intégrer ça, pas que intellectuellement, hein, avec une jolie citation que tu aurais mis en fond d'écran sur ton portable, mais vraiment dans les tripes, tu vois, tout change, vraiment. Parce que toutes les attentes extérieures, toute la fierté mal placée, toute la peur de l'échec, toute la peur du regard des autres aussi, toute la comparaison, en fait ça tombe, tu prends, tu poses, fin. Et je pense que l'essentiel c'est vraiment de se dire, est-ce que je suis vraiment la personne que je suis supposé être là pour vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Très philosophique je sais aujourd'hui, mais c'est vrai, des fois j'ai envie de l'être. Donc conclusion de ces 3 histoires. Quand j'avais 18 piges, j'avais vraiment rien. Je m'étais barré de ma ville natale, j'avais pas ma famille, pas mes potes, pas d'argent, en tout cas pas assez pour en vivre vraiment confortablement. Juste ma conviction un petit peu stupide que si je croyais en cette curiosité-là qui allait me mener quelque part, bah, ça finirait par avoir du sens plus tard. Et j'avais aucune conviction de là, ce que je fais, c'est la bonne chose. Je me suis juste dit, je ressens que cette énergie, elle m'amène quelque part, il faut que je l'exploite et je vais faire plein d'erreurs. Et aujourd'hui, à 23 ans, je me retourne et je me dis que putain, je suis content d'avoir suivi cette impulsion, cette énergie, cette curiosité que j'avais eue à mes débuts. Aujourd'hui, j'ai une agence qui génère beaucoup d'argent, on va pas se mentir. J'ai un mastermind qui est cool, avec des gens qui est cool. On l'a pas encore lancé officiellement, mais on a des bons profils actuellement. J'ai construit une villa en bambou à Bali, elle marche super bien, c'est ma chérie qui la gère. On travaille du coup en famille, en couple, c'est cool aussi. J'ai l'immobilier en famille en France, on construit vraiment en famille, au sens propre du terme d'ailleurs. Et tout ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut garder la dalle. Il faut rester affamé, il faut rester un peu stupide aussi, j'ai une curiosité, je veux le faire et je le fais, il faut vivre, mais il faut garder les choses simples, avec des valeurs simples. Et c'est la manière dont on construit avec Nina, qui a passé une tête il y a quelques minutes, c'est une personne de très très simple aussi, Nina. Elle va au sport le matin, elle travaille l'après-midi et c'est cool, on reste comme ça. Et au final, on ne sait même pas comment dépenser l'argent qu'on vient de recevoir, parce que à part développer des projets cool avec d'autres clients, il n'y a pas grand chose qui nous vient, parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut, en vrai. Donc voilà les gars. Je sais pas les enseignements que vous allez tirer de cette vidéo. 3 histoires un peu cool, ça me tenait à cœur de les partager et on verra si ça vous plaît. Écrivez-moi en commentaire si vous aimez un peu ce format et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.